Chers internautes, bonjour et bienvenue dans 4e de couverture. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler du livre, évidemment. Et aujourd'hui, nous allons ensemble parcourir ce magnifique livre de Dominique Sène, Un monde inconnu. Alors, pour mieux parler du livre, nous avons ici l'auteur lui-même, Dominique Sène. Monsieur Dominique Sène, bonjour et bienvenue dans 4e de couverture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis très honoré d'être là et c'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci. D'accord. Alors, dans un monde inconnu, nous allons parler du livre, oui, mais quand on parle du livre, on apprend à lire d'abord à l'école. Et aujourd'hui, dans cette histoire, nous allons aller directement à l'école où Ngor Fadep Diouf, un professeur de mathématiques nouvellement affecté, aura vite un succès inexplicable. Mais ne dit-on pas que le succès est une arme à double tranchant, car autant se fera-t-il des admirateurs, autant il se fera des ennemis. Ces ennemis-là ne seront pas moins que ses collègues. Alors, M. Sène, selon la déontologie, quels devraient être les rapports entre un élève et un professeur, c'est-à-dire l'enseignant lui-même? Bon, l'enseignant quand même, ses rapports par rapport à ses élèves devraient avant tout être purement pédagogiques. Exactement. Mais aussi, au-delà de ça, l'enseignant devient en quelque sorte un grand frère et même on peut dire qu'il devient un papa. Donc en réalité, il devient tout pour son élève. Il devient tout pour son élève parce que c'est au-delà de lui transmettre le savoir, de l'instruire. On dit souvent que l'école est un lieu d'éducation et de formation. Donc non seulement l'enseignant éduque l'élève, mais aussi il le forme. Il le forme, il l'éduque, il le forme. Et donc, qui de mieux placé que vous qui êtes professeur de formation servant à Kédougou. Donc, au fait, on voit une évolution. Avant, on avait au fait ce mythe-là de l'enseignant qui était respecté, qui était... les élèves en tout cas avaient l'impression de voir un demi-dieu entre guillemets, quelqu'un à qui on vouait un respect énorme. Aujourd'hui, on tend vers une démystification et les élèves se rapprochent beaucoup trop. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement par rapport à ce qui se passait avant? Bon, vous avez raison. Hein, quand je fais un peu un feedback par rapport à nous quand on était encore élèves, oui. Il se trouvait que quand on voyait même nos professeurs, on se cachait. Parce que, par exemple, moi, j'avais eu la malchance d'habiter avec mon maître au CM2. Et donc, il n'y avait pas de donc, dès l'instant que l'on entendait sa moto, on se cachait. J'imagine. Mais maintenant, les choses ont tellement changé que quand l'élève voit le professeur avant, c'est lui-même qui l'appelle haut et fort. Oui. Et donc, je pense que peut-être cela est dû au fait que bon, les choses évoluent et les choses ont changé. Mais on aimerait bien que les choses changent en bien et non en mal. Exactement. Ouais. Et d'après vous, c'est en bien ou en mal que les choses ont changé? Bon, en bien quelque part, mais pour la plupart du temps, on comprend que c'est en mal. Parce que là, on est en train de se rendre compte qu'il y a... Les élèves ont perdu beaucoup de valeurs. Exactement. Des valeurs qui les aidaient quand même à mieux se comporter à l'école. Parce que comme on dit, quand l'élève devient l'ami du professeur, quand l'élève est trop proche du professeur, il se permet de faire ou bien de dire n'importe quoi en classe. Exactement. Parce qu'il se dit, bon, c'est mon ami, donc il va tolérer certaines choses. Et donc, vous allez vous rendre compte que les élèves qui sont, bon, pas toujours, mais pour la plupart du temps, les élèves qui sont proches, trop proches des professeurs, se permettent de dérailler des fois quand il y a cours. Mais les élèves qui gardent toujours ce mythe qu'il y a entre l'élève et le professeur, on se rend compte que quand ils sont en classe, ils sont corrects, ils sont tranquilles et ils suivent carrément le cours. Et dans ce figure de cas, quelle serait la meilleure approche à faire pour le professeur? Parce qu'en fait, ce sont des faits qui gangrènent la société. Ces difficultés et aussi ces choses-là qui arrivent entre élèves et professeurs, il y a ce manque de respect, il y a aussi ces accusations, bien même en fait, il y a parfois, ce sont des professeurs même qui sont responsables. Parfois, ils se laissent draguer ou bien mener par ces élèves-là.
quelle est l'approche réelle d'un bon professeur? Oui, je pense que là, pour que l'on revienne aux choses normales, non, les responsabilités sont partagées. Oui, ça c'est sûr. Les responsabilités sont partagées parce que, comme on dit, hein, ce sont les parents qui sont les premiers enseignants. Et je pense que quand les parents inculquent à leurs enfants certaines valeurs, l'enfant, quand même en grandissant, a ses valeurs en lui-même. Donc, il ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais l'enseignant aussi, lui, devrait se cultiver, je veux dire, devrait cultiver en lui des aptitudes qui lui permettent de pouvoir dispenser son cours correctement et de garder toujours ce respect qui existe entre lui et ses élèves. Et cela, c'est l'enseignant même qui se le forge. Parce qu'un enseignant, c'est vrai, comme on dit, il ne devrait pas toujours faire la police. Mais aussi, il ne devrait pas toujours se laisser piétiner par les élèves. Parce que les élèves aussi, comme on dit, ce sont des enfants. Et des façons de faire psychologue. Il examine toujours le professeur dès les premiers cours. J'ai vu ça. Et donc, dès l'instant qu'il se rend compte que ce professeur-là, il se laisse aller, et voilà, les problèmes commencent. Et c'est partout dans toute relation. Voilà. Donc, pour que vraiment... C'est vrai que le professeur, à un moment donné, devrait se comporter comme étant un grand frère, ainsi de suite. Faire montrer aux élèves que, bon, je ne suis pas là simplement pour vous instruire et puis le reste, je m'en fous. Mais à un moment donné, il devrait aussi savoir fixer les limites qui existent entre lui-même et les élèves. Et je pense qu'ainsi, il pourra carrément dispenser son cours correctement et les élèves sauront aussi quand est-ce qu'il faut vraiment se concentrer, étudier et quand est-ce qu'il faut s'adonner un peu à des quelques minutes de ainsi de suite. D'accord. Et donc, on voit ici votre protagoniste, Ngour. C'est quelqu'un qui a eu un cursus vraiment extraordinaire. Ensuite, il a choisi d'enseigner. Il est devenu professeur de mathématiques. Malheureusement, son rêve, au fait, sera freiné par je ne sais pas si c'est lui le fautif en étant trop gentil, ou bien c'est parce que, en fait, ce sont des choses que l'on rencontre par rapport aux collègues. Comment se passe le milieu entre collègues, si toutefois, surtout que vous ne venez pas d'horizon, voilà, on n'a pas aussi la même motivation, surtout. Il y en a qui sont là juste par résignation. Et entre professeurs, vous le voyez, d'autres sont venus par passion. Comment ça se passe? Bon, comme vous le dites souvent, et comme vous l'avez déjà dit, et comme on le dit souvent, il y a ceux-là qui ont la vocation d'enseigner. Et ils aiment. Ce n'est pas seulement une option. Voilà, c'est en quelque sorte un charisme qui grandit en eux. Et il y a d'autres qui enseignent parce que, bon, on peut dire ils n'ont pas le choix. Exactement. Ou encore il n'y a pas d'autres. Voilà. Mais aussi, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il y a ceux-là, à force d'enseigner, et ils finissent par aimer. Voilà. Mais souvent, à l'école, on se rend compte qu'il y a des gens qui tellement aiment ce qu'ils font, qu'ils sont tellement dévoués, ils sont animés d'un zèle qu'on ne peut même pas mesurer. Et donc, cela se manifeste dans ce qu'ils font. Parce que des fois aussi, ils ont les capacités intellectuelles, mais aussi ils ont le don. Oui. Et donc, ils savent faire, ils savent très bien faire ce qu'ils ont à faire. Tout le monde. Bien sûr. Et malheureusement, pour certains, c'est, bon, je ne dirais pas c'est un crime, mais c'est source de frustration. Parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'éducation, puisque, bon, j'émerge dans ce domaine-là, j'ai écrit dans ce domaine-là, mais on pourrait quand même actualiser cela ou bien faire une transposition. C'est-à-dire, on pourrait quand même se projeter peut-être dans les autres milieux de travail. Et l'on va se rendre compte que d'habitude, les gens qui travaillent bien, qui aiment ce qu'ils font, il y a toujours des gens à côté qui essaient de leur mettre des bâtons. Voilà. Et donc, c'est comme si eux, ils ne veulent pas voir quelqu'un qui aime et qui fait très bien son travail. Et dès l'instant qu'ils voient cela, ça pose problème pour eux. Et donc, on dirait qu'ils voudraient que toutes les personnes qui arrivent à leur milieu de travail soient comme eux. C'est-à-dire, ils bafouent les choses.
Et donc, quand il voit quelqu'un qui fait très bien ce qu'il fait très bien le travail. Mais cela ne se passe pas seulement dans le monde de l'enseignement. Oui, c'est effectivement ce que je disais, en disant que l'on pouvait faire une transposition dans les entreprises, par exemple. Quand on voit voilà, un employé qui est très dévoué, qui travaille très bien. Il se fait vite des ennemis. Voilà. Et donc, cette méchanceté, comme on le dit, parce que, bon, comme je suis aussi un adepte de Machiavel, qui parle dans ce sens-là, la méchanceté de l'homme, des fois on se rend compte que cette méchanceté est injustifiée. Elle est gratuite. Et qu'est-ce que l'on gagne en voulant faire du mal à quelqu'un? Juste parce qu'il fait bien ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que l'on gagne? Et donc, on risque de donner raison à ces gens-là, à Jean-Paul Sartre par exemple, quand il dit que l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Ou bien de Thomas Hobbes quand il dit l'homme est un loup pour l'homme. Oui, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, plus on avance dans notre monde, plus on voit que c'est une réalité. Effectivement. C'est l'homme toujours qui détruit l'homme. Et parfois pour une cause qui n'est même pas valable. Et ça fait peur, hein? Très peur. Ça fait peur, parce qu'à un moment donné, l'on se dira que faire très bien ce que l'on a à faire devient en quelque sorte une chose qui va susciter de la haine de la part des autres. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Quand on est toujours avec ce souci-là, cela nous empêche de faire bien notre travail. Développer ce que l'on a à faire. Faire bien notre travail. Exactement. Mais, en outre, vous avez montré ce professeur de philosophie-là, qui était bien sage. Et lui, il montre en fait la sagesse de l'enseignement. Celui qui a, au cours de ces années, pu comprendre, surtout les élèves. Donc, cette image-là de ce professeur-là, il existe réellement? Oui. Peut-être que l'on dira que c'est parce que je suis apprenti philosophe et je suis en train de prêcher pour ma chapelle. Mais bon, il faut le savoir, hein, comme on nous enseigne en philosophie dès la terminale. Oui. La philosophie n'est pas seulement spéculative. En dehors d'être, je ne sais pas, comme les gens le pensent, bon, que oui, la philosophie est une spéculation vaine, mais avant tout, la philosophie est un art de vivre. C'est un art de vivre, exactement. Un art de vivre. Et quand on dit que la philosophie est un art de vivre, ça veut dire que le philosophe ou l'apprenti philosophe incarne en lui les valeurs et les vertus nécessaires pour entretenir des relations saines avec ses congénères. Exactement. Et donc, quand l'homme se comprend, il se reflète dans l'autre. C'est là que l'on va parler en quelque sorte d'un certain altruisme. Donc, et ça, beaucoup de philosophes en ont parlé. Beaucoup de philosophes en ont parlé. Est-ce que vous pouvez réitérer votre phrase là? Quand l'homme se comprend, il se reflète? Quand l'homme se comprend, il se reflète dans l'autre. Des fois, on dit... Il faut être plus explicite par rapport à ça. Des fois, on dit qu'il faut savoir se mettre dans la peau de l'autre. Et ce proverbe, on le dit souvent, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ah, voilà. Et nous allons nous rendre compte, pour la plupart du temps, les gens qui aiment faire du mal aux autres, les gens qui aiment comploter contre les autres, n'aimeraient pas que cela se fasse sur eux. Exactement. Et donc, c'est comme si l'on est dans un monde où moi, je fais ce que je veux, mais ce que je fais pour les autres, ou bien ce que je fais aux autres, on n'a pas le droit de me le faire. Et donc, le philosophe étant quelqu'un, bon, avec les branches de la philosophie, voilà, tout, comme on dit, avec un esprit critique et tout. Et donc, il a le sens du savoir-vivre et du savoir-être. Parce que l'on se rend compte que dans la société, il arrive que l'on rencontre des gens. L'on se demande, ces gens-là portent le nom de personnes, mais sont-ils vraiment des personnes? Voilà. Et donc... Ça, c'est profond. Bon, certains diront que je suis en train de philosopher, parce que dès l'instant que l'on apprend des philosophes parler, ils ramènent tout à la philosophie. Mais quand même, cela peut être compris par tout le monde. Vous avez dit que c'est un art de vivre, donc on peut savoir. Oui. Parce que vraiment, je pense que quand on vit avec les autres, on devrait toujours avoir le sens de l'écoute, on devrait toujours avoir le sens de la responsabilité envers l'autre. Et l'on devrait toujours se rendre compte que de cette liberté, comme on dit, cette liberté qui n'est pas toujours la capacité de faire tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Parce qu'il y a l'autre. Et comme on dit souvent, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc je ne pourrais pas, en vivant en communauté ou bien en vivant avec mes collègues, me permettre de tout faire
ou dès l'instant que je vois que l'autre est plus aimé, l'autre est plus favori que moi, alors je cherche à le terrasser ou bien à le faire chuter. Non, du tout. Je pense qu'entre collègues, on devrait être soudés, on devrait vivre dans la solidarité, on devrait s'entraider à telle enseigne que même si un de nos collègues a des problèmes, les autres devraient venir à sa rescousse sans pour autant attendre. Mais pas du tout chercher à le terrasser, à lui causer des problèmes qui, quand même, pourraient l'amener à des choses vraiment horribles. Hein. Alors, Ngor, son seul crime, c'est d'avoir été un bon professeur qui a vraiment voulu, qui a vraiment voulu changer les choses, qui a voulu partager son savoir avec les élèves et de manière vraiment naturelle. Mais en le piégeant, parce que cela a dérangé ses collègues, en le piégeant, ils ont choisi la femme. Pourquoi ce choix de la femme? Vous auriez pu choisir autre chose ou n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Bon, comme vous le savez, hein, d'habitude, quand on veut faire tomber un homme, on choisit la femme. Et ça, je pense que votre expérience vous l'a montré. Et selon aussi les Écritures, et même dans les Écritures saintes, on s'est rendu compte que la femme a toujours, bon, pas toujours, mais quand même a été, à bien des égards, voilà, une occasion de chute pour les hommes. Oui. Et ça devient pire quand c'est vraiment une femme irrésistible, comme je peux dire entre guillemets, parce que l'on dit que dans le roman, ils ont choisi la fille la plus belle du lycée, celle que tout le monde convoitait. Élève comme professeur. Oui. Et donc, voyez-vous, à première vue, ça devient compliqué. C'était un appât assez, voilà, assez lourd. Véritablement. Une vraie proie. Digne du nom d'ailleurs. Digne du nom. Oui. Mais voyez-vous, comme on dit, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Même si, bon, ça peut dégénérer un peu, mais comme on dit, il y a toujours, pour les croyants, Dieu qui est là pour remettre les choses à leur place. Et des fois, on peut penser vouloir faire du mal à quelqu'un, mais cela, en revanche, devient pour lui une occasion de s'élever. Et donc, comme on dit, le feu que Dieu a allumé, ce n'est pas la personne qui pourra l'éteindre. Voilà. Et donc, l'appât vraiment, Diarra, comme c'est dit dans le roman, a fait son travail. Mais malheureusement, bon, malheureusement pour elle ou bien pour le trio tel que je les appelle, et heureusement pour Ngor Fandeb, elle a su remettre les choses au moment où il le fallait. Parce que quelques minutes seulement, ça aurait été écoulé et Ngor Fandeb allait être vraiment... il serait foutu. Et c'est vraiment injuste. Et c'est sûr qu'il y a des innocents qui n'ont pas eu la même chance que Ngor. Effectivement, effectivement. Parce qu'à bien des égards, on se rend compte que dans la société ou bien même dans le monde carcéral, il y a beaucoup d'innocents qui sont dans les prisons et leur seul sort, c'est qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut les aider, quelqu'un qui peut les innocenter, ou encore ils ont été simplement, comme on dit, au mauvais moment. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, des fois, ce sont des situations qui peuvent nous mener dans des peines. Parce que bon, en fait, il y a quelqu'un qui a lu le livre. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Il a vu les publications, il m'a demandé un livre et je le lui ai envoyé. Mais quand il a lu le livre, il m'a appelé pour me dire que quand je lisais le livre, l'histoire de Ngor Fandeb, à un moment donné, arrivé à des passages, il ne sentait plus ses nerfs. Parce qu'il m'a dit que c'est comme si on lui racontait, ou du moins c'est lui qui racontait sa vie. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Ngor Fandeb, lui est arrivé lui-même. Et il se disait, mais pourquoi cette méchanceté injustifiée des hommes? Pourquoi? Pourquoi, à bien des égards, l'homme cherche à faire du mal? Pour juste avoir fait bien, tu t'attires des ennemis. Est-ce que c'est pas cela qui limite nos capacités à faire le maximum de nous-mêmes? Mais bien sûr, parce que des fois, le temps que l'on devrait passer à penser aux choses qui peuvent nous faire aller de l'avant, on consacre ce temps à comploter et à machiner contre l'autre. Ou bien à parler du mal même.
Alors, moi, d'habitude, je dis à mes élèves, bon, les élèves qui savent écouter, parce qu'il y a d'autres qui n'écoutent pas. Ils en ont de la chanson. Je leur dis souvent, tout ce qui ne vous permet pas d'aller de l'avant, laissez tomber. Ce que l'on appelle entre guillemets les futilités. Parce que vous êtes au moment où vous avez du temps vous devez avoir du temps pour vous concentrer sur ce que vous faites en classe et ce que vous devez faire à la maison. Donc, laissez tout ce qui ne vous mène pas de l'avant et concentrez-vous maintenant sur ce qui vous aide à s'élever. Et je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Ça, c'est vrai. Vous n'allez pas le regretter. Et ça, c'est un sage conseil. Vos élèves, en tout cas, ils en ont de la chance de vous avoir comme professeur. On aurait dit aujourd'hui qu'on est en train de faire un cours de philosophie. En tout cas, on est bien servi parce que, comme vous l'avez dit tantôt, la philosophie, c'est un art de vivre et de savoir être, surtout de savoir vivre avec les gens. Et la méchanceté gratuite, elle est au cœur de votre livre. Et c'est ce que Ngor, le protagoniste, le personnage principal, a subi. Et heureusement, fort heureusement pour lui, les choses se sont bien terminées. Et donc, qu'est-ce qu'on aura à retenir de manière globale dans ce livre? Bon, comme on dit, quand on n'écrit pas pour soi, mais pour la plupart du temps, on écrit pour les autres. Et donc, dans ce livre, on peut retenir beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons, surtout pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Parce que quand on relate ce que la vie des élèves avec les enseignants, cela permettrait ou bien pourrait permettre aux élèves de savoir ce qui est essentiel dans leur vie. Être à l'école, c'est pour étudier. Étudier, réussir. Être à l'école, c'est pour étudier et réussir. Oui. Et maintenant, pour les professeurs qui vivent en collègue, parce que bon, ils sont toujours des collègues. Pour les professeurs maintenant, ils devraient cultiver un esprit de solidarité et d'entraide. Et quand on voit quand même quelqu'un s'élever, ça ne devrait pas être pour une occasion de frustration ou de haine. Mais ça devrait quand même les pousser à l'encourager. Exactement. Parce que toute personne est appelée à émerger. Chacun veut s'améliorer dans sa vie. Et alors quand on voit que l'autre est dans ce chemin-là, il est sur ce chemin-là. Et donc on ne devrait pas chercher à le faire tomber. Exactement. Au contraire, à l'encourager. Et cela est valable pour les autres milieux de travail, les entreprises et tout. Que les gens quand même arrêtent de faire du mal aux innocents. Parce que quelqu'un qui est là pour faire son travail correctement, on devrait quand même l'encourager. Franchement. L'aider à mieux le faire. Si on est de bonne foi. Et bien sûr, bien sûr. Et c'est là que le problème se pose. Là que le problème se pose. Parce que les gens avec lesquels on vit, ils ne sont pas toujours de bonne foi. Exactement. Et des fois, ils sont là avec nous, mais ils ne sont pas là. Oui. Trop puissant. Oui. D'accord. C'est-à-dire, ils nous montrent leurs dents, mais en réalité, ce qui se passe dans leur tête, c'est autre chose. On ne comprendra jamais l'homme. Jamais. On ne comprendra jamais l'homme. Il résidera en fait un mystère. Oui, néanmoins, il est toujours bien et c'est toujours payant de faire ce qu'on a à faire, mais de le faire bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Ce fut vraiment un réel plaisir, mais un grand plaisir de nous entretenir avec vous, de mieux comprendre ce livre qui est à la fois magnifique, mais aussi éducatif, avec un style d'écriture très simple, très accessible à tout le monde, mais surtout que vous arriverez à mieux comprendre. Maintenant, quel est votre mot de la fin? Bon, quand même, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je suis, comme je l'ai dit au tout début, je suis vraiment très honoré d'être là. C'est nous qui sommes honorés. Et j'espère que c'est la première et non la dernière. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en gestation. Et je peux dire même qu'il y a des manuscrits qui sont déjà prêts et qui seront bientôt livrés à la maison d'édition. Nous vous attendons vivement. Donc vraiment, je vous exhorte toujours à continuer dans ce sens-là, mais aussi à prier pour nous, les jeunes auteurs, parce que ce n'est pas toujours facile, hein, n'est-ce pas? On priera ensemble, on priera ensemble. D'accord. On priera. Merci beaucoup, M. Sen. Ce fut un vrai plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt dans d'autres numéros.